Maître Isabelle Amengabe, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes la deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement à l'ANC, présidente du groupe parlementaire ANC au Parlement. Quelle analyse vous faites, vous, de la situation qui prévaut aujourd'hui au Togo? Tout d'abord. Je ne peux que m'offusquer, condamner avec fermeté les dérives liberticides qui se passent et qui ont pris de l'ampleur ces derniers jours dans notre pays, notamment en ce qui concerne le musulman que les autorités de notre pays veulent imposer aux médias, à la liberté d'expression et à la liberté des droits de l'homme dans notre pays. L'actualité dans notre pays cette semaine a été dense dans ces genres de constats et la première réaction que nous devons avoir, c'est une réaction de dégoût et de condamnation vigoureuse de ces genres d'actes qui, à mon sens, relèvent de l'époque de la pierre taillée et qui ne saurait avoir raison sur la lutte que tout le peuple togolais a menée pour avoir l'espace, le petit espace de liberté que nous avons dans notre pays actuellement. Condamner et aussi interpeller tous les Togolais, quels qu'ils soient militants de partis politiques, militants des droits de l'homme, fonctionnaires, élèves, femmes au foyer, commerçants, dans tous les secteurs d'activité, de se joindre à nous, de se joindre à moi pour condamner et élever la voix haut et fort pour dénoncer ces genres de choses. Voilà ce que je peux dire à chaud par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Voilà, la liberté d'expression est en danger, la liberté de presse est en danger, vous l'avez suivi effectivement. Et notre confrère Robert Kodjo, avocat du journal Alternative, a été sauvagement violenté dans l'exercice de sa profession la fois dernière, vous l'avez suivi. Quelle est votre réaction en tant que politique? Vous savez, nous remarquons que ces derniers temps, notre pays et toutes les institutions qui l'animent sont en train de marcher, je dirais, sur la tête, les pieds en l'air. Parce que voilà des corps qui sont censés protéger les populations, qui sont censés protéger la loi, qui sont les gardiens de la loi que nous autres, nous votons à l'Assemblée nationale. Et voilà les gardiens de la loi qui eux-mêmes s'arrogent l'infâme droit de violer la loi qu'ils sont censés protéger et de faire des misères aux populations qui sont censées protéger. Heureusement que nous ne devons pas condamner tout le corps, parce que moi je connais dans le corps de la gendarmerie et dans le corps de la police des gens, des personnes qui ont le sens du devoir, qui est le leur, et le sens des obligations qui leur incombent, et qui font avec les moyens du bord leur travail avec la rigueur nécessaire qui s'y est. Mais dans ces mêmes corps,
il y a des brebis galeuses qui se croient encore au temps de la pierre taillée, comme je l'ai dit, et qui croient qu'ils peuvent s'adonner à ce genre d'actes. J'ai dit tout à l'heure que nous ne pouvons que condamner les misères qui sont faites aujourd'hui à la liberté d'expression et aux droits de l'homme. Et ce qui s'est passé avec l'agression par certains gendarmes du journaliste du journal alternatif en cause procède. Et nous avons l'impression de croire que cela procède d'un coup qui est savamment monté pour museler la pièce en fermant des organes irrégulièrement et illégalement. Des organes alors qu'on n'a pas compétence pour ce faire. Et en torturant et en frappant des journalistes. Et seulement je fais observer que, entre-temps, il a été voté à l'Assemblée nationale un code pénal. Un code pénal qui incrimine la torture et qui fait de ce crime de torture, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous lisez la définition qui est faite par notre code pénal de la torture, lequel code pénal a été réaménagé l'année dernière, en 2016, pour rendre le crime de torture imprescriptible. C'est peut-être que les gendarmes qui s'adonnent à ce genre d'actes ignorent ce que veut dire l'imprescriptibilité du crime de torture. C'est pour cela qu'ils s'adonnent. Seulement, je veux leur rappeler que le code pénal a été réaménagé et que le crime de torture est devenu aujourd'hui imprescriptible dans notre pays. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que je suis en train de dire. Et je dirais que ces actes-là ne doivent pas rester des actes isolés et des actes impunis. Et que autant l'on demande que la loi soit appliquée avec la dernière rigueur aux citoyens lambda, autant il doit être demandé que cette loi soit appliquée avec plus même de rigueur à ceux qui ont commis cet acte immonde et inadmissible. Parce que vous savez, dans les pays, la presse, les médias sont le quatrième pouvoir. La presse a défait et a fait des régimes dans le monde entier. Et comme pouvoir, comme institution de la nation togolaise, elle mérite le respect. Elle mérite que les lois qui la protègent soient respectées, et soient respectées d'abord par les autorités qui dirigent notre pays, qui ont en main quelques parcelles de pouvoir que ce soit, avant que l'on ne demande aux populations de notre pays de respecter cette loi-là. C'est inadmissible qu'en 2017, au Togo, en Afrique de l'Ouest et en Afrique et dans le monde, que des choses comme ça se passent. Pas la nuit, mais en plein jour. Ça veut dire que ceux qui ont pris la liberté de commettre cet acte-là savent pouvoir s'asseoir sur l'impunité qui a toujours prévalu et ne craignent rien de ce qui peut leur arriver comme sanction à cet acte immonde qu'ils ont posé. Le peuple togolais doit prouver que ça suffit et que nous ne pouvons plus retourner en arrière en ce qui concerne la protection et le respect des droits de l'homme. Voilà, et j'ai dit. Voilà, tout s'est passé, comme vous venez de le dire également, l'autre confrère, c'est dans le cadre de l'exercice de sa profession qu'il a été molesté, violenté, battu, et puis arrêté, torturé, menotté et traîné. Et pratiquement, on ne comprend pas le sens. Mais dans la même logique, dans cette même semaine,
les deux organes du groupe Sud Média, j'ai nommé LCF City FM, sont fermés. Et pas Pitan Tchala, le président de la HAC. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette démarche-là? Vous êtes au Parlement. C'est pour cela que je vous dis que nous avons l'air de croire que tout cela procède d'un coup monté savamment orchestré pour museler la presse à quelque niveau que ce soit. Vous savez, nous sommes au Parlement et je vais le redire encore, j'ai l'habitude de le dire, l'Assemblée nationale a pour mission de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. L'année dernière, 2016, nous avions fait notre travail. Les deux missions que l'Assemblée nationale doit accomplir, ces missions-là ont été accomplies avec rigueur, sauf pour ce qui concerne la proposition de loi déposée pour la révision constitutionnelle. J'ai parlé tout à l'heure du code pénal qui a été revisité, puisqu'il vous souvient que lorsque le code pénal avait été voté, nous, au niveau de l'ANC, nous nous sommes élevés contre deux articles du code pénal qui nous posaient problème. Un article qui déjà annonçait le plan savamment orchestré dont je parle. Il s'agit de l'article 494, je crois, 94 ou 97 du code pénal qui incriminait les délits de presse de sanctions privatives de liberté, d'emprisonnement, en violation même du code de la presse et de tous les actes, je dirais même les conventions internationales que le Togo est parti. Et en son temps, nous avions eu déjà à dénoncer, parce que à cette époque-là, déjà, je crois que c'est déjà en 2015, nous avions eu déjà à attirer l'attention de l'opinion et principalement de la presse sur les dérives liberticides que le gouvernement a introduit subrepticement dans le code pénal pour essayer de museler la presse. Vous devez vous rappeler que nous nous sommes battus sur ce problème-là, également avec le caractère imprescriptible qu'on a refusé de donner au crime de torture. Le code pénal a été voté sans nous. Nous étions au niveau du groupe parlementaire ANC abstenus à l'époque. Mais nous ne nous sommes pas avoués vaincus. Après le vote du code pénal, nous nous sommes battus devant les instances internationales en ce qui concerne ces deux articles, à telle enseigne que le chef de l'État a été obligé de réintroduire ensemble avec le gouvernement une révision du code pénal à peu près 6 mois, même pas une année après son adoption, pour revenir sur l'imprescriptibilité du crime de torture. Mais j'avoue que le cœur gros, je n'ai pas senti la presse, et permettez-moi de le dire, se mobiliser à nos côtés pour déjà commencer à nous battre sur cet article liberticide qui déjà démontrait la propension du régime à vouloir créer une bataille entre ce régime-là et la presse. Mais nous avons continué notre devoir en dénonçant, et nous continuons jusqu'au jour d'aujourd'hui à dénoncer. Ensuite, lorsqu'il s'était agi de former la HAC, de constituer la HAC, dont le mandat, l'ancien HAC, dont le mandat était arrivé à expiration. Vous vous rappelez,
que conformément au statut de l'opposition, à la loi portant statut de l'opposition, qui fait obligation à ce que des candidats de l'opposition puissent figurer dans toutes les institutions de la République, l'Assemblée nationale a cru devoir rejeter les candidatures proposées et soutenues par le parti majoritaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, dont le premier responsable est le chef de file de l'opposition, en l'occurrence l'ANC. Et à l'époque, au sein de cette RAC-là, pour représenter l'opposition, on y a mis le candidat de l'UFC, l'UFC qui dirige ce pays, qui est au gouvernement avec le parti UNIR, l'UFC qui vote les lois dans le même sens que UNIR, et l'UFC qui prétend être de l'opposition. C'est cette UFC-là qui représente l'opposition au sein de cette institution qui est là. Quelle aberration, quel scandale! À l'époque, nous n'avions pas senti que notre bataille, en ce moment-là, interpellait la conscience comme il fallait le faire de tous les Togolais et de tous les journalistes. Je dirais que c'est la deuxième étape du cours dont je parle. Créer une institution et y mettre des hommes aux ordres qui, dans ces institutions-là, ne sont pas là pour travailler pour le pays, mais qui sont là pour travailler pour un homme, qui sont là pour travailler pour le maintien d'un régime au pouvoir ad vitam aeternam. Ensuite, troisième étape, il vous souvient que répondant à une lettre ou à une réaction que la présidente du HCROUN a cru devoir adresser contre la position du chef de file de l'opposition de ne pas participer à une fête aux côtés du chef de l'État, en y donnant les raisons pour lesquelles il ne compte pas y participer. La présidente du HCROUN a cru devoir répondre à cette lettre-là du chef de file de l'opposition, laquelle lettre a été publiée dans Togo Presse. Le chef de file de l'opposition a adressé un droit de réponse via la HAC, conformément aux dispositions contenues dans la loi organique qui réglemente la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Jusqu'à ce jour, la HAC n'a pas cru devoir faire publier dans les mêmes conditions que la sortie de la présidente du HCROUN. La HAC n'a pas cru devoir faire publier ce texte-là. Nous avions écrit à la HAC pour dénoncer cette manière d'agir. Là aussi, personne n'a fait écho à cette bataille-là que nous avions eu à mener en son temps. Lors de l'adresse à la nation pour la nouvelle année, le chef de file, le président national de l'ANC, chef de file de l'opposition, a attiré l'attention de tout le peuple togolais sur les dérives liberticides de la RAC et de toutes les institutions de la République qui, au lieu d'accomplir les missions régaliennes que la Constitution leur a confiées, se plaisent à servir un homme, à servir un clan, à servir un régime. Là aussi, personne n'a été ému par rapport à cette dénonciation-là.
Et enfin, cinquième étape, le chef de l'effectif de l'opposition a adressé le 13 janvier dernier un courrier au chef de l'État attirant son attention sur tous les problèmes qui minent notre pays. En dehors du problème séculaire, du refus d'opérer les réformes et des manœuvres dilatoires diverses que l'on entreprend pour détourner l'attention de la population togolaise sur l'accomplissement de ces réformes-là. Et dans cette lettre, le chef de file de l'opposition a encore attiré l'attention sur les dérives de la HAC. Nous en étions là lorsque, oh surprise, nous avions appris au travers des journalistes eux-mêmes, certains qui ont eu à le dénoncer, que M. Pitan Tchala, ex-qualité président de la HAC, pour cadeau de fin d'année pour service rendu, a distribué 400 000 francs à des journalistes, peut-être pour service rendu. Est-ce que le fait de distribuer de l'argent à des journalistes ressort de la compétence qui est dévolue à la HAC, conformément à la Constitution, conformément à l'APG, conformément à la loi organique qui organise et réglemente la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication? Pourtant, des journalistes ont accepté de recevoir cette manne-là. Et comment voulez-vous aujourd'hui que cette personne qui a acheté la conscience de ces journalistes-là ne puisse pas se croire avoir le droit de fermer aussi cavalièrement des organes de presse? Voilà, M. Pitan Tchala parle de récompense du chef de l'État et qui n'a rien à se reprocher, il ne regrette rien, que s'il y a à reprendre, il peut encore poser le même acte dans les jours à venir. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Est-ce que M. Pitan Tchala a été mis à la tête de la HAC pour distribuer à des journalistes des récompenses que le chef de l'État a cru devoir leur donner pour service rendu? Vous savez, dans le budget de l'État togolais que nous votons, je crois savoir qu'il y a une dotation qui est prévue pour subventionner les médias. Ça, à mon sens, il y a également une subvention qui est prévue pour aider les partis politiques à accomplir leur mission. Je crois que ça, c'est ce qui est régalien, c'est ce qui est légal. Mais distribuer des pots de vin aux journalistes à l'effet d'acheter leur conscience, on appelle ça, à mon sens, de la corruption et de l'achat de conscience. Et la corruption et l'achat de conscience sont des infractions avérées qui doivent non seulement, qui interviennent en violation des tests en rigueur et qui doivent heurter la conscience et la morale de tout citoyen normal. Et donc, un président d'une institution de la République qui s'adonne à cet acte-là et que certains journalistes eux-mêmes, dans leur comportement, cautionnent et autres, comment voulez-vous qu'ils ne se croient pas en droit de fermer à tort des journaux? Voilà ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui dirigent notre pays en violation des tests, qui font voter des tests à l'Assemblée nationale, mais qui, en réaction à ces tests qui sont violés, sont les premiers eux-mêmes à les violer, ces tests-là,
comment voulez-vous que l'on demande à des citoyens de respecter des tests que les autorités elles-mêmes violent allègrement? Voilà ce que nous disons, que ce qui se passe dans notre pays doit interpeller la conscience de tous les Togolais. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de dire « Oh, ce qui est en train d'arriver, c'est pas à moi que ça arrive, c'est à l'autre. » Lorsque ça arrive à l'autre aujourd'hui et que vous taisez, soyez sûr que demain ça vous arrivera à vous aussi. Voilà, dans la logique. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Et ensuite, ces autorités qui s'adonnent à la violation permanente de la loi ont pris l'habitude d'insérer de manière insidieuse dans l'opinion que c'est l'opposition qui est nulle, c'est l'opposition qui ne fait pas son travail, c'est l'opposition qui fait ceci, c'est l'opposition qui fait cela, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui est la cause de tous les problèmes des Togolais, etc., etc. Et la population aussi se fait l'écho de ça et laisse la proie pour l'ombre. Ceux qui sont responsables de la misère de ce pays, cela coule douce, si vous me permettez le terme, et c'est ceux qui sont dans l'opposition et qui se battent et qui ont choisi de se battre, qui sont indexés comme responsables des dérives des institutions qui sont réglées de cette manière, de la manière que je viens de décrire. C'est complètement inadmissible ce qui se passe dans notre pays et c'est là-dessus que je profite de l'occasion pour lancer un appel pressant au peuple togolais en lui demandant de se ressaisir. En lui demandant de se ressaisir et de regarder bien en face ceux et celles qui sont responsables de sa misère et de faire en sorte que ceux qui ne sont pour rien ne soient pas indexés ou ne soient pas tenus responsables des actes qui n'ont en rien posé. Je donne l'exemple. Est-ce que c'est M. Agassa Kofi à qui ce pays n'a rien donné? Agassa Kossi. Agassa Kossi. Voilà, le Gaulle togolais. Voilà, le gardien de but. Voilà. Togolais. À qui notre pays n'a rien fait, n'a rien donné. Qui se débrouille tout seul. Mais qui quand même a fait en sorte que l'hymne national togolaise retentisse la dernière fois au Gabon, ensemble avec ses pairs. Est-ce que c'est Agassa Kossi qui est responsable des misères des Togolais pour que la dernière fois on dise qu'il n'a pas bien joué et que les Togolais se précipitent pour aller casser sa maison? Agassa Kossi est responsable. En quoi est-ce que Agassa Kossi est responsable de la fureur et de la misère des Togolais? C'est cela la réalité des choses qui se passent dans notre pays où les principaux responsables des actes sont laissés, ne sont pas inquiétés. Et c'est cela qui fait que lorsque aujourd'hui ils posent un acte minime et que personne ne dit rien, demain ils augmentent la densité de la gravité de l'acte. Après demain ils augmentent, après demain ils augmentent, jusqu'à ce qu'on arrive à franchir le Rubicon. J'aurais appris qu'après avoir accompli cet acte grave, illégal, anti-républicain, de fermeture de radio et télévision, de RCF et de City FM, M. Peter Tchala, je ne parle même pas de la radio parce que c'est lui seul qui s'arroge le droit au nom de toute une institution de faire ce qu'il est en train de faire, a pris la liberté de convoquer encore des organes de presse qui, selon lui, sont très critiques vis-à-vis du pouvoir en place, en les menaçant eux aussi de fermeture.
tout ça là, je dis, cela procède du coup monté pour museler la presse avant les échéances électorales qui sont à nos portes, les législatives et les locales pour lesquelles nous nous battons. C'est pour cela que je relance encore l'appel que j'ai lancé tout à l'heure à la population togolaise afin qu'elle se ressaisisse et qu'elle identifie de la manière la plus responsable possible ceux qui sont auteurs et co-auteurs de sa misère. Et j'ai dit. Voilà, maître, vous venez de toucher du doigt le problème. C'était hier, on a pratiquement tout appris. Après, on a vérifié, on a eu les faits. Monsieur Pitang Tchala a convoqué les confrères tels que Ferdinand Messanité de l'Alternative, le journal Liberté, Perroquet et puis la Dépêche hier. Et c'était au cours d'une réunion qui n'a pas été aussi facile. Est-ce que vous ne craignez pas que, dangereusement, au-delà de tout ce que vous avez évoqué, qu'il fallait sauver aujourd'hui la liberté d'expression au Togo? Oui, mais vous savez, nous sommes... J'ai expliqué tout à l'heure toutes les étapes de la lutte que nous avons menée parce que nous avons senti dès le début que ce régime a des propensions, des velléités, développe des velléités de musellement de la presse. Et nous, dès que je vous ai décliné les étapes que nous avions traversées, vous deviez comprendre que nous ne nous taisons pas. Nous n'avons même pas attendu la fermeture de RCF, de City FM, avant de commencer à attirer l'attention, avant de commencer à nous braquer. Voilà. Mais ce que je veux dire à la population togolaise, c'est que si la population togolaise veut que l'impunité cesse dans notre pays, si la population togolaise veut que l'illégalité, si la population togolaise veut que l'arbitraire dans notre pays cesse, tous ces mots cesseront. Maintenant, si la population togolaise veut que M. Pitang Tchala prenne sur lui de faire ce qu'il veut de la presse togolaise, si les journalistes eux-mêmes veulent que M. Pitang Tchala fasse la pluie et le beau temps dans notre pays pour ce qui concerne le musellement de la presse, alors qu'il lui est demandé en tant qu'institution, président d'une institution de la République, de protéger et de faire en sorte que la liberté de la presse soit effective dans notre pays. Je dis que cela relève de la responsabilité de chacun de nous tous et de tous les Togolais. Voilà, Il ne s'agit pas d'une question qui concerne M. Jean-Pierre Fabre ni l'ANC. Il s'agit d'une question d'intérêt national et c'est tous les Togolais à quelque niveau qu'ils se trouvent qui doivent être interpellés par la gravité des faits qui se passent dans notre pays. Voilà, une dizaine des organisations de la société civile appellent à manifester pour sauver ce qui est encore à sauver dans le domaine de la presse au Togo. Est-ce que votre parti y adhère? Bien évidemment, vous savez que les manifestations, nous sommes légion, sous les moqueries des uns et des autres et autres, nous avions senti que c'est la mobilisation populaire. Parce que vous savez, dans un pays comme le nôtre, c'est deux choses qui peuvent venir à bout d'un régime dictatorial à façade démocratique. Soit vous prenez des armes, soit vous vous mobilisez pour barrer la route. Nous sommes un parti politique, nous n'avons pas la propension de faire une rébellion ni de prendre les armes. Donc, il nous reste la mobilisation populaire et nous l'avons compris trop tôt. Sous les colibés et les moqueries des uns et des autres, nous avions compris que dans notre pays, c'est la mobilisation populaire qui nous permettra d'avoir raison de ce régime. C'est cette mobilisation qui a permis à beaucoup de pays de la sous-région, le Burkina Faso, et tout dernièrement la Gambie, d'avoir raison des velléités dictatoriales
de ces présidents qui, à un moment donné, ont voulu s'asseoir sur la liberté des populations de ces pays-là. Je ne sais pas pourquoi au Togo, nous pouvons croire qu'une seule personne peut à lui tout seul démettre ce régime et faire en sorte que ce régime tombe. J'en appelle encore une troisième fois à la responsabilité de tous les Togolais à attirer leur attention sur le fait que ce régime-là prépare, c'est seulement la partie visible de l'iceberg que nous sommes en train de voir par rapport à la fermeture de LCF et de City FM. La partie invisible de l'iceberg, qui est la partie la plus dangereuse, c'est celle qui viendra au grand jour si nous nous taisons et si nous croisons les bras en croyant qu'un miracle viendra nous sauver des velléités dictatoriales de ce régime. Maître Isabelle Mengavi, merci à vous. Merci.